In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler de cinéma italien, nous allons parler du cinéma de Dino Risi. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre, le voici, je le montre, il est édité chez nos amis de Leitmotiv. Le sous-titre de ce livre, c'est De la comédie au drame. Le livre est écrit par Charles Beau, qui n'en est pas à son premier coup d'essai concernant le cinéma italien. On va même dire, allons plus loin, que c'est quelqu'un qui en est même spécialiste. Il a écrit 2 livres, déjà chez le même éditeur, La comédie italienne et sans visage de l'Italie, et un autre livre il parle de l'histoire de l'Italie, mais à travers la filmographie d'Ettore Scola, et pour le 3e livre, donc c'est sur Dino Risi. Et donc je suis très content de recevoir Charles Beau. En plus de cela, nous avons un point commun, c'est que nous avons travaillé pour le même site, même la même revue de cinéma sur Internet qui s'appelle Il était une fois le cinéma. Donc on est entre familles, voilà, on est dans la même famille, on va dire ça comme ça. Oui. Comment allez-vous, Charles? Ça va, super. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Merci pour l'intérêt que vous avez pu porter à mon livre. Donc, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous et avec vos auditeurs. Bah écoutez, c'est réciproque, et je rappelle que dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude, vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée du livre, sur le site du Maison d'édition Leitmotiv. Bon, on commence d'emblée par une question pas très provocatrice, mais bon, comme vous en parlez un peu, qu'est-ce qui fait que… parlons des critiques. Pourquoi, selon vous, certains critiques ont estimé que Dino Risi n'avait pas forcément reçu la reconnaissance qu'il méritait? Alors oui, c'est une question intéressante, c'est sûr. La question de la critique qui a rejeté le cinéma national, le cinéma des années 60-70, qui était un cinéma populaire. Il semblerait que ce cinéma ait été rejeté par la critique nationale, justement parce que c'était un cinéma peut-être un petit peu trop populaire, dans l'air du temps aussi, hein, dans l'ère du miracle économique, avec des cinéastes de gauche aussi. Et je pense que c'est une conjugaison d'éléments qui ont fait que ces films-là, considérés comme trop accessibles, trop populaires, ont subi un petit peu le désintérêt de la critique, qui a eu tendance à utiliser des termes un peu dépréciatifs pour qualifier cette comédie italienne, en l'appelant la comédie à l'italienne, en référence aux comédies américaines qui, elles, seraient des comédies pures, des comédies d'artistes, entre guillemets, et donc pour quelque part déprécier, disqualifier un petit peu la comédie nationale, on a mis donc cette appellation de comédie à l'italienne. D'ailleurs, les cinéastes ont joué un petit peu de cette appellation avec les films comme Mariage à l'italienne, par exemple, qui exploitent finalement cette critique de la critique pour renvoyer un petit peu l'ascenseur à cette critique qui se désintéresse des films comique et populaire, parce que aussi le comique a souvent été l'objet, et traditionnellement été l'objet d'un manque de considération. Voilà, je remonte un petit peu à l'Antiquité pour montrer ça. Il y a aussi Vittorio Gassman dans un entretien qui en parle et qui parle comment dire, de cette disqualification de la comédie, parce qu'elle est comédie, parce qu'elle n'est pas noble par essence, comme peut l'être, par exemple, le drame ou la tragédie. Donc, il y a des racines quand même assez profondes, et ce n'est pas une question anodine, j'ai envie de dire, cette question du rejet un petit peu donc, de la comédie à l'italienne. Et c'est bien dommage, d'ailleurs, que le cinéma de cette époque-là n'ait pas reçu l'appui de la critique. Je crois qu'il n'avait pas besoin de l'appui de la critique. Il y a un engouement populaire tellement fort que ces films-là sont validés par le public lui-même, qui se reconnaît, qui retrouve le visage de la société italienne avec Gassman, Manfredi ou beaucoup d'autres, qui sont aussi des acteurs masculins.
Hein. Il y a aussi cette idée-là dans mon livre que je souhaite expliquer, développer, c'est que c'est un cinéma assez masculiniste, hein, composé de un milieu d'hommes. Un milieu d'hommes où les femmes ont un rôle quand même assez intéressant, mais souvent secondaire, où les femmes sont représentées parce qu'elles sont femmes. Bon, voilà, sans aller jusqu'à comment dire, sans adopter un regard trop actuel aussi, hein. Il faut aussi analyser ces films en les remettant dans leur contexte pour mieux les comprendre. Et voilà, c'est un cinéma qui est porté par un public qui est acquis à la cause de la comédie italienne. Et aujourd'hui, on en parle ensemble. C'est bien la preuve que du chemin a été fait et que ces films-là sont regardés comme des films patrimoniaux aujourd'hui. Ils sont regardés comme des films qui sont finalement des radiographies d'une époque. Que ce soit dans le fond ou dans la forme, on y retrouve toute une époque. Et ben d'ailleurs, en quoi le cinéma de Dino Risi offrirait un portrait fidèle, mais aussi critique de l'Italie d'après-guerre? Je dirais que voilà, dans les années 60, ce sont des films qui font sensation quand même. Le Fanfaron, c'est le film d'une époque. En Italie, aujourd'hui, les nouvelles générations connaissent le Fanfaron. Donc, des jeunes gens qui aujourd'hui connaissent ce film comme le vestige d'une époque, parce que la comédie italienne, elle est la comédie du miracle économique, comme d'autres ont pu l'appeler aussi. Elle est en prise directe avec la réalité, elle est dans l'air du temps, il y a le portrait d'une Italie qui est en train d'accéder à un certain confort, à un certain matérialisme. Et donc, les auteurs sont là et sont en prise directe avec leur époque. Il y a la voiture, la piscine, il y a des marqueurs sociaux. Qui sont représentés dans les films. Dans Nous sommes tant aimés d'Ettore Scola, qui arrive un petit peu après Dino Risi, qui en tout cas est un cinéaste un petit peu plus jeune. On le voit bien, cette importance du jeu télévisé, donc la Fiat de l'époque. On a la piscine dans laquelle plonge Gassman. On a tout ça, on a tous les symboles du miracle économique. Pour reprendre toujours avec Ettore Scola, nos héros réussiront-ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique? Ce titre à rallonge qui montre un Italien qui va en Angola et donc avec un éditeur qui s'enrichit. On a tout un portrait comme ça de l'Italie qui se dessine film après film avec des visages bien connus du public. Il y a de ça. Mais par exemple, quand on prend d'autres cinéastes issus de la comédie italienne comme Luigi Comencini ou alors Monicelli, pour le coup, le cinéma de Risi, comment il se distingue de ses confrères? Alors ça, c'est une question qui m'a beaucoup occupé. Est-ce que je peux fournir une réponse bien précise? Alors, le style de Risi, il est considéré comme plus incisif, il y a une spontanéité, il y a un dynamisme dans sa manière de filmer. Dino Risi considère que quand il écrit le film, il est déjà prêt à tourner dans le scénario, dans l'écriture du film lui-même. Risi, c'est toujours où il doit placer la caméra. Ça, c'est quelque chose qu'il confie. Il sait où placer la caméra pour que le film se déroule devant la caméra. Et donc, le montage, il est déjà prévu au moment de l'écriture du film. Et c'est vrai que je dirais que c'est sa particularité. Après, je dirais aussi qu'au niveau de la tonalité,
C'est un cinéaste qui quand même bascule assez facilement dans le drame, dans le tragique. Au niveau de la tonalité expressive, je dirais qu'il y a du comique amer chez Rizzi. Il y a du comique amer chez Rizzi, mais d'autres cinéastes ont suivi un petit peu cette trajectoire. J'ai travaillé sur la nostalgie chez Ettore Scola, l'apparition de la nostalgie dans ses derniers films. Mais on est dans le cas d'une production filmique où il y a toute une génération. Ils sont presque interchangeables, pardon. Ils se considèrent comme des artisans. Donc, mais moi, j'ai quand même souhaité montrer que Rizzi était un auteur, puisque quand on a un regard un peu plus affiné sur ce type de cinéma, on arrive plus facilement à distinguer que c'est un film plutôt de Rizzi, plutôt de Scola, plutôt de Comencini ou de Monicelli. Mais c'est vrai que c'est ce genre comique qui apparaît à cette époque-là, il est quand même très homogène. C'est souvent les mêmes scénaristes qui travaillent avec Rizzi, avec Scola. Des fois, c'est Scola qui écrit le scénario pour Rizzi. Rizzi est un petit peu moins scénariste. Il n'a pas fait l'école du scénario. Gino Rizzi. Il est entré par le documentaire dans ses premiers films. Il a été assistant réalisateur. C'est vrai qu'il y a des petites nuances dans les parcours respectifs des auteurs de la comédie italienne, mais il y a ce côté peut-être plus impulsif chez Rizzi dans la mise en scène, nerveuse. C'est le terme qui est utilisé en italien d'ailleurs. C'est ce terme de nerveux. Il y a une mise en scène un petit peu nerveuse chez lui et une tendance, je dirais, une tendance au négatif, on va dire. Donc la comédie, finalement, le comique et le tragique sont très imbriqués chez lui. Et est-ce que sa formation, finalement, en psychiatrie, est-ce que ça, avec le recul, ça a créé une espèce de dynamique dans son regard sur les personnages, sur les situations humaines? Bref, est-ce que finalement, c'est quelque chose qui a été un motif important pour son cinéma? Alors, moi, je n'ai pas fait beaucoup de liens entre sa formation initiale dans mon livre et un petit peu sa mise en scène. Je n'ai pas voulu forcer le rapprochement entre les deux. Voilà, c'est des études qu'il a suivies parce que ses parents, me semble-t-il, étaient docteurs. Donc, il a suivi un parcours un petit peu classique. Et en fait, il s'est vite détourné de la psychiatrie. Il a très, très peu exercé. Alors, je crois savoir, mais c'est vrai que ce ne sont pas forcément des axes que j'ai tenu à approfondir. Il me semblerait qu'il a découvert un univers dans lequel il ne se sentait pas du tout à l'aise. On parle de la vieille psychiatrie. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions à ce niveau-là. Et en tout cas, il s'est détourné assez rapidement, mais son parcours, il est un petit peu étonnant. Il tient beaucoup du hasard aussi. Mais c'est vrai que Rizzi a ce regard, à cette observation. Ça, je pense que ce n'est pas forcer trop le trait de le remarquer. En tout cas, c'est vrai que Rizzi a une capacité à observer la société, l'individu aussi. Valse d'amour avec Gassman, c'est justement un vieillard que sa famille souhaite placer. Mais c'est à peu près le seul film que je vois avec ce petit lien avec le médical ou la prise en charge des individus. Mais voilà, ce côté, cette observation, cette finesse du regard. Parce que voilà, c'est vrai que on a tendance à regarder ces films-là comme des films qui observent la société, mais ce sont des films qui questionnent l'individu, ses choix.
ses choix de vie. Et c'est vrai que en cela, bon, il montre des personnages perturbés aussi dans ses œuvres, hein. Le Gassman au double visage qui est représenté, ou ce Gassman névrosé dans Parfum de femme. Il va questionner l'individu avec souvent des personnages de fanfarons, des personnages qui portent des masques. Ça, cette thématique du masque, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé quand je cherchais un petit peu des filtres pour analyser cette production qui est quand même énorme. Gino Risi, c'est une 50aine de films. Donc, mon livre se divise en deux parties. Dans la première partie, je vais adopter un regard un petit peu chronologique sur son œuvre pour essayer de suivre un petit peu le fil de son parcours. Puis après, j'adopte un regard un petit peu plus général, où je vais essayer de montrer comment ces films représentent l'Italie, son évolution. Et puis après, donc, j'aborde les analyses de films et j'ai sélectionné une quinzaine de films. Ce n'est que le tiers de la filmographie de Gino Risi. Donc, c'est difficile à appréhender une œuvre aussi conséquente, aussi reliée aussi à la comédie italienne, puisque ce sont Gino Risi, c'est un auteur de films de genre. Donc, dans ce terme que j'emploie, dans cette expression que j'emploie souvent dans mon livre, c'est que Gino Risi est un auteur à l'intérieur de films de genre très codifiés, avec des codes que le public est capable d'identifier très rapidement, avec des codes qui structurent le genre. Et lui, quelque part, il a contribué non seulement à la mise en place de cette comédie italienne, mais aussi à son évolution. D'ailleurs, vous parlez... Oui. Oui, je disais que vous, si je ne me trompe pas, vous évoquez même, je l'ai noté, le divertissement méditatif. C'est ça. Alors ça, c'est une expression de Gilli que j'ai reprise. Cette expression, je la trouve assez juste, en fait. Elle arrive à synthétiser un petit peu l'attrait de ce cinéma italien. Donc, oui, de divertissement méditatif, auteur de genre aussi. C'est un petit peu maigri d'analyse. Les masques aussi, les masques sociaux, les masques de l'individu. En fait, c'était la vraie difficulté était de trouver des axes pour appréhender une œuvre qui m'apparaît comme diverse lorsque je la regarde dans l'ensemble. C'était un petit peu l'enjeu pour moi de traiter Gino Risi, mais aussi de voir quels étaient ses liens avec la comédie italienne, sa place, sa fonction au sein d'un genre plus global et d'un genre qui évolue, puisque mon livre se concentre beaucoup sur le passage de cette comédie au drame. Donc, c'est ce passage-là qui m'a intéressé. Voilà, cette manière qu'a la filmographie de dévier un petit peu chez Gino Risi, qui fait des films de plus en plus tristes. Ouais. Qui fait des films de plus en plus tristes. Vous parliez à un moment vous évoquiez le fait est que dans ces films, le personnage masculin très souvent porte un masque, voire plusieurs. Et vous évoquez Gassman. On ne peut pas ne pas parler de Gassman quand on parle de Gino Risi. Est-ce qu'on peut être simpliste, simplifier la situation et dire que c'est un double? Mais oui, c'est mon entrée d'ailleurs. Hein. C'est le titre de la partie que je réserve à cette étude. C'est Gino Risi et son double Vittorio Gassman. Donc c'est assez juste. Hein. Les deux ont grandi ensemble. Gassman, c'est plutôt quelqu'un qui au départ c'est un acteur de théâtre
Et Gassman, c'est un acteur de théâtre qui a beaucoup de succès, notamment dans ses interprétations de Shakespeare. Il a une reconnaissance incroyable. Et le cinéma, Gassman, il n'a pas l'air de le prendre très, très au sérieux. En tout cas, au départ, il fait du cinéma un peu en dilettante. Puis, il va faire du cinéma par amitié, puisque Dino Risi et Gassman entretiennent une amitié, une très longue amitié. Et donc, Gassman va de plus en plus, au fur et à mesure, s'impliquer dans le cinéma. Il a bien raison, parce que Gassman, il est incontournable. Un film avec Gassman fonctionne forcément. Donc, c'est une assurance pour avoir des entrées qui est extraordinaire et qui permet à d'autres auteurs, on va dire, plus appréciés de la critique, de pouvoir réaliser leur film. Mais est-ce que leur collaboration est représentative de la continuité, de l'évolution du style de Dino Risi des années 50 jusqu'aux années 90? Je dirais que oui, je dirais que voilà, ils ont évolué ensemble. Et je dirais qu'il est difficile de dissocier l'un et l'autre, en fait. Hein. Le Gassman est le visage des films de Dino Risi. C'est pas, comment dire, c'est pas dépréciatif de dire ça, bien au contraire. Voilà, puis Dino Risi fait des films avec des personnages. Il aime bien ce personnage que s'est construit Gassman. Donc, personnage à plusieurs niveaux, hein, je joue un petit peu avec les mots. Il s'est construit, Gassman s'est construit un personnage de fanfaron, de prétentieux, qui au fil du film va perdre un petit peu ses certitudes. Il a le masque du fanfaron. Donc, L'homme au sans visage, un film à sketch que j'ai beaucoup apprécié. Gassman, c'est ça, c'est un numéro d'acteur dans les films à sketch d'ailleurs. Cette question des masques, c'est forcément un ressort pour ces auteurs-là. L'homme au sans visage, c'est Gassman qui adopte autant de rôles qu'il y a de sketchs, ou plusieurs rôles dans le même sketch. C'est assez... et c'est les racines, j'ai envie de dire. Hein. C'est les racines de la commedia dell'arte. C'est des racines qui sont très anciennes. Gassman était un acteur qui est très doué pour l'improvisation. Pourtant, pour un acteur qui a joué Shakespeare, où là, il n'y a pas trop de place à l'improvisation, au cinéma, c'était un acteur qui aimait se laisser aller à de l'improvisation. D'ailleurs, il y a beaucoup de scènes dans le fanfaron qui sont improvisées, où on sait que Dino Risi a laissé Gassman en électron libre. Et c'est vraiment intéressant que l'acteur soit aussi un auteur qui puisse, par moment, construire le film par son jeu d'acteur et par son imagination. Donc, Gassman se sentait très à l'aise dans les films de Dino Risi. Il y a une histoire d'amitié, bien sûr, mais il y a une histoire d'affinité entre les deux, qui fait que Gassman donnait la pleine mesure de son talent. Je suis par contre un peu déçu que la collaboration avec Alberto Sordi n'ait pas été plus productive. Voilà. Je trouve que parmi les grands monstres de la comédie italienne, il y a quand même la déception de ne pas avoir vu Sordi beaucoup plus jouer pour Dino Risi. J'ai pas trop trouvé d'explication. Voilà. J'ai pas trouvé d'explication fiable à ce sujet-là.
Je sais que Sordi était pressenti pour le fanfaron au départ. Pour jouer le rôle du fanfaron. Oui, c'est ça, pour jouer le rôle principal. C'est Gassman qui a eu le rôle, mais je n'ai pas du tout d'explication. Ça peut être une explication de la relative absence de Sordi dans les films de Dino Risi, parce que c'est vrai que c'était une association prometteuse, je trouve. Le Veuf, par exemple, l'une des premières comédies italiennes de Dino Risi, que j'ai tendance un petit peu à réhabiliter, ce serait pas un terme juste, parce que c'est quand même un film qui a une petite considération, mais je trouve que c'est un film qui est très très important, quoi, dans l'œuvre de Risi pour la comédie italienne. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais cette collaboration, bon, il y a eu une vie difficile, qui est un film splendide, mais je trouve, voilà, que cette collaboration n'a pas donné ce qu'elle aurait pu donner. Est-ce qu'on Je m'éloigne peut-être un petit peu des. Non, absolument pas. Non, parce que non, restons sur cette période des années 60 et surtout sur le fanfaron. On en parle beaucoup, vous en parlez beaucoup du fanfaron, mais aussi dans cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce film? Pourquoi ce film est aussi emblématique dans le cinéma, dans ce genre de cinéma dans ce genre cinématographique lié au cinéma italien, dans la jeunesse d'aujourd'hui? C'est rare d'ailleurs, hein, c'est rare ce genre de situation. Et puis surtout dans la collaboration entre Risi et Gassman. Ah oui, donc, mais ça, c'est sûr que c'est un point d'orgue de l'œuvre de Dino Risi, puisque bon, dans les années 60, on va retrouver ses plus grandes réussites, quoi. Dans les années 60, la comédie italienne vient d'arriver, et puis donc Risi va réaliser ses plus beaux films pendant cette période-là, c'est sûr. Dans les années 60, il y a eu aussi une vie difficile. Le fanfaron arrive l'année suivante. C'est le symbole de la société, du boom économique. On peut retrouver d'ailleurs dans les manuels scolaires, hein, ce genre d'affiches de film, ce genre de film. Il a eu un retentissement considérable. Moi, je pense que cette légèreté de ton très années 60 a marqué le public. C'est aussi le numéro d'acteur de Gassman qui est incroyable. Cette association de deux personnalités, donc de Bruno et de Roberto. Roberto, donc c'est Jean-Louis Trintignant, donc qui est un étudiant qui va passer une journée avec Bruno pendant ces jours de fête nationale en Italie. Et en fait, c'est ce côté, on a ce côté nerveux, ce côté impulsif dans la mise en scène de Risi. On a cette voiture aussi qui fait le succès de cette œuvre, ce duo de personnages opposés, cette fin tragique. La comédie italienne aussi, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. La comédie italienne, c'est une comédie qui se finit mal. Ouais. Et là, on a une trahison générique absolument totale. Une comédie qui finit par la mort du personnage. Le personnage naïf et innocent. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote aussi, j'en parle un petit peu dans mon livre. Au départ, c'était Gassman qui devait mourir. Au départ, donc, le scénario prévoyait donc la mort de Bruno, donc de Gassman, et à la fin, c'est Trintignant qui décède. Et ils se sont posé beaucoup de questions lorsqu'ils ont écrit le film, de savoir quel personnage ils allaient un petit peu sacrifier. Et je trouve que c'est un choix judicieux sur le plan du scénario, de
de montrer que le personnage est un petit peu irresponsable. Et là, face à un constat tragique, on est dans une comédie qui vire au drame. Et c'est aussi pour ça que je trouve ce film nous laisse un souvenir comme ça aussi fort. Ce choc de l'accident qui vient conclure le film comme ça de manière aussi brutale, cette chute au sens, dans tous les sens du terme. Je pense que c'est un film qui a marqué son époque par rapport à beaucoup de choses, même des détails. Je pense que le klaxon incessant de ce film, je veux dire, c'est voilà, c'est un film qui est devenu assez mythique en fait. Hein. Souvent, lorsque je consulte des articles sur Gino Risi, pas forcément écrits par des spécialistes, mais on va dire dans la presse un petit peu généraliste, Gino Risi, le réalisateur du Fanfaron. Souvent, c'est le titre un petit peu qui revient. On a retenu, on se souvient de Gino Risi comme le réalisateur du Fanfaron. Je pense bon, que c'est un petit peu réducteur, puisque moi j'y ai consacré un ouvrage, donc forcément, je trouve ça un petit peu réducteur, mais c'est intéressant à analyser, en tout cas, et c'est intéressant de se demander pourquoi ce film, Parfum de femme, est un film formidable aussi. Hein. Parfum de femme, Une vie difficile. Si on cherche des succès dans l'œuvre de Gino Risi, on en trouve beaucoup. Je trouve quand même qu'un auteur qui a produit autant de succès, c'est quand même assez rare. Après, on est quand même sur une filmographie qui est inégale en termes de qualité. Hein. Quand j'écris, c'est ce que je dis d'ailleurs. Hein. Je dis pas l'œuvre de Gino Risi. De son premier film à son dernier film, il n'y a que des succès. Je dis non, c'est une œuvre filmique assez inégale en termes de qualité, comme peut l'être Les Monstres, le film à sketch, où on ne se souvient pas de tous les sketchs et on n'apprécie pas forcément au même niveau tous les sketchs. Il y a quelque chose de très inégal, puisque bon, Gino Risi donc a eu l'occasion, voilà, de faire des films qui étaient plutôt portés par des considérations économiques. Il fallait faire tourner la machine cinématographique. Les réalisateurs ne faisaient pas toujours les films qu'ils auraient souhaité faire. Quoi. Ils se sont adaptés un petit peu. Un petit peu adaptés à tout ça. Le plus malheureux peut-être de tous, c'est Comencini par rapport à ça. Comencini qui est un auteur de comédie qui quelque part rejette un petit peu la comédie. Mais voilà, donc le rapport avec la comédie pour Risi, elle est assez décomplexée. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va faire que dans les années 70, plus ou moins, il va y avoir un tournant dramatique surtout dans la carrière dans la filmographie de Dino Risi. Et ça révèle quoi pour vous? Alors, ça révèle une évolution, je dirais. Je pense que les auteurs, on a tendance à les figer quand on les regarde et qu'on les analyse, mais les auteurs, ils évoluent dans leur manière de regarder le monde, la vie, le pays. Ça dépend des cinéastes et un petit peu de leur filmographie, mais je dirais que voilà, le cinéaste est un homme qui évolue, qui a de nouvelles problématiques. Je dirais qu'il y a une évolution qui est naturelle, normale. Je dirais aussi que les auteurs de comédie italienne ont vu quand même chez le public italien quand même une évolution des goûts. Et comment dire,
Dans les années 70, on ne fait plus des comédies de la même manière que dans les années 60. Il y a des attentes qui évoluent. Le public peut-être commence à être un petit peu moins réceptif aussi, et ils font évoluer leur thématique. Puis on peut retrouver ça chez Scola aussi. Nous sommes tant aimés. C'est un film qui est teinté de nostalgie, d'une certaine amertume par rapport au parcours de vie des personnages du film. Mais voilà, je dirais qu'il y a... Mais de toute façon, je dirais que chez Rizzi, on a toujours senti une tonalité un peu cynique chez lui. Déjà, on sentait il y a un mélange il y a un mélange d'émotions, de tonalité expressive chez Rizzi, mais là, c'est vrai qu'il opère un tournant qui va ne faire que, qui va s'accentuer donc de film en film, hein, avec des personnages névrosés qui vont apparaître, des personnages tourmentés même, on pourrait dire. Hein. Donc, voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Mais continuons comme dans cette période-là des années 70. On a parlé du fanfaron des années 60. Oui. Probablement dans les années 70, on dira que ça sera ça sera Parfum de femme. Et est-ce qu'après Parfum de femme, la filmo de Rizzi va encore évoluer autrement? Je dirais que oui, Parfum de femme, c'est un marqueur quand même c'est un marqueur dans sa carrière. Hein. Je dirais que après, on a des films dans les années 70 comme Au nom du pape italien qui voilà, on sent que Rizzi a un désir d'aller vers d'autres thématiques. Je crois que sa réussite dans la comédie des années 60 lui a permis aussi de lui ouvrir de nouvelles portes. Après, comme vous le savez, il a souvent fait des films à sketch. Donc, il est souvent revenu vers le film à sketch, pas toujours de manière avec des films à sketch qui n'enrichissent pas toujours sa filmographie en termes de qualité. Mais voilà, Gino Risi, c'est sûr qu'à partir de Parfum de femme, il y a un changement qui s'opère. Hein. On retourne à la comédie de manière ponctuelle, hein, avec La carrière d'une femme de chambre, par exemple, qui fait partie des comédies sur le fascisme. Ouais, mais après, on a Âme perdue, par exemple, qui est un film extrêmement sombre. Hein. Il va beaucoup adapter Arpino, d'ailleurs. Âme perdue, c'est une adaptation. Mais il se politise beaucoup, parce que vous citiez la carrière d'une femme de chambre, mais il y a aussi Au nom du peuple italien. Exactement, bien sûr. Au nom du peuple italien, c'est un film très fort quand même, Au nom du peuple italien. Hein. Il mérite sa place parmi les plus grands films de Gino Risi, qui reprend d'ailleurs le principe des personnages opposés, un duo ou un duel plutôt, hein, en ce qui concerne Au nom du peuple italien, entre les deux personnages. Une vraie réflexion sur l'Italie, sur son avenir, sur son devenir, une vraie réflexion politique, un questionnement sur la justice. Est-ce qu'on met la priorité sur la vérité? Est-ce qu'on privilégie la justice? C'est quand même un film qui fait condamner un innocent, hein, Au nom du peuple italien. Donc, quand même, on peut être surpris quand même par ce final quand même qui
où on voit que Gassman va se faire condamner, alors qu'il n'est pas coupable. Alors c'est un personnage qui est tout à fait déplaisant hein, tout au long du film, qui peut déplaire au public, qui n'a pas une conduite très éthique, bien sûr. Mais à la fin du film, on comprend que il n'est pas coupable et il va brûler le journal. Il va brûler le journal. D'ailleurs, la scène finale, elle est, je ne sais pas si vous l'avez encore en tête, cette scène, mais elle est totalement folle, cette scène finale. Hein. Pendant un match de foot, où on voit les supporters italiens fêter la victoire de l'équipe nationale. Et là, on a ce personnage qui est face à lui-même et qui est face à ce qui reste de la vérité par rapport à l'affaire, l'affaire qui est le noyau central du film. Et il va supprimer la dernière preuve de la non-culpabilité de... Donc, c'est des films quand même qui surprennent le public d'aujourd'hui. Hein. C'est un film très, très courageux, très politique aussi, hein, bien sûr, mais très, très courageux dans les questionnements qu'il ose aborder. Donc déjà, dans les questionnements, il y a une évolution des questionnements, il y a une évolution... je dirais qu'au nom du peuple italien, c'est le vrai film politique de Risi, même si Risi dirait sans doute qu'il y a de la politique dans tous ses films, mais en tout cas, en tant que thématique, c'est le film politique au sens classique du terme. Et c'est vrai que quand on regarde la production des années 70 et qu'on regarde donc qu'on met en balance Au nom du peuple italien ou Âme perdue, on voit que c'est un cinéaste qui est capable de faire feu de tout bois, quoi. Il est capable d'adapter, il est capable de faire un film politique sans tomber dans la superficialité, parce que ce sont des films qui s'adresse au grand public. Et pourtant, voilà, on revient sur ce terme de divertissement méditatif. C'est que justement, ce sont des films qui, par le divertissement, font réfléchir et posent des questions qui sont presque des questions de nature philosophique. Mais c'est pour ça, après, qu'on aime le cinéma. Voilà, c'est cette fenêtre ouverte sur beaucoup de questionnements, qu'il s'agisse du choix de mise en scène ou du choix d'acteur ou de la construction du film ou de la réception du film ou du traitement critique du film. On a toujours une compréhension du monde qui nous entoure à travers ces œuvres. Le cinéma de Dino Risi, c'est édité chez Leitmotiv, le sous-titre étant de la comédie au drame. Bien évidemment, on n'a pas tout dit de ce qu'il y avait dans le livre, donc c'est pour ça qu'il y a un moment, il va falloir aussi que vous le procurez. Et dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations pour. Le cinéma de Dino Risi, c'était écrit par Charles Beau. Enfin, le livre est écrit par Charles Beau et Charles Beau est venu nous en parler. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3